Eh bien, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission d'Ascension TV. Ce soir, nous recevons Liselotte Papose dans le cadre donc d'une nouvelle émission sur le Kundalini Yoga. Mantra, mudra et méditation dans la pratique du Kundalini Yoga. Donc ce soir, on va aller beaucoup plus loin. C'est donc la deuxième émission sur le sujet du Kundalini Yoga. Et donc voilà, je vais laisser la parole à Aline, puis à Liselotte, et puis Liselotte aura le plaisir de nous emmener loin. Bonsoir Aline, bonsoir Liselotte. Bonsoir Didier, bonsoir Liselotte, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce soir. Et je suis heureuse d'accueillir Liselotte ce soir pour découvrir ces outils qui, même au-delà du yoga Kundalini, peuvent nous aider au quotidien. Donc, je vais laisser Liselotte vous expliquer longuement pourquoi, à quoi cela sert et les bienfaits de ces outils. Donc, Liselotte, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir Didier, bonsoir Aline, bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vu que c'est la seconde émission, je me représente. Donc je suis enseignante de Kundalini Yoga dans la région de Montpellier et aux alentours. Le Kundalini Yoga étant un yoga peu répandu encore en Occident. Le but aussi de ces émissions est de pouvoir vous faire découvrir plus en détail cette science. Au-delà d'une pratique physique, on peut parler de science. Et aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le thème, approfondir certains aspects de la pratique. Mantra, mudra et méditation. Donc il y aurait beaucoup à dire. Je pense que je vais rester quand même dans les grandes lignes. Aline Didier, si jamais j'emploie des mots qui sont assez inhabituels, n'hésitez pas à me demander ce que cela signifie. Très bien. Voilà. Donc le but étant de pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit sans forcément vous embrouiller aussi avec trop d'informations. Donc voilà, donc la méditation, on va commencer par la méditation qui est un sujet très vaste. Dans mon explication, je vais rester dans le thème de la pratique du Kundalini Yoga parce que après la méditation, elle peut aussi s'appliquer sur plein d'autres plans, dans plein d'autres pratiques, dans plein de techniques différentes. Donc dans le cadre du Kundalini Yoga, déjà commencer peut-être par expliquer qu'est-ce que la méditation. Car on en entend beaucoup parler, c'est pas pour autant que l'on sait exactement de quoi il s'agit. Donc méditer, je dirais que c'est l'art d'être totalement présent dans l'instant, dans ce qui est ici et maintenant, sans être pollué par des pensées qui peuvent nous décentrer et des pensées qui souvent nous ramènent à un événement futur ou à un événement passé. Donc ça peut paraître un peu vaste. Donc ce que j'explique en fait souvent aux personnes, c'est que il arrive de méditer sans forcément être conscient que l'on médite. Par exemple, si l'on regarde un coucher de soleil en étant totalement contemplatif, en admirant la beauté de ce coucher de soleil, de la nature qui est devant soi, c'est une forme de méditation. Quand on marche sereinement, même en pleine nature, qu'on observe son environnement en étant totalement présent, c'est une forme de méditation. Parfois même dans l'effort physique, notamment avec la course à pied, quand on est totalement conscient de son corps, de chaque foulée, de son rythme cardiaque qui pulse, on peut dire aussi qu'on rentre dans un état méditatif. Donc la méditation est accessible à tous. Il n'y a pas des tempéraments plus méditatifs que d'autres. C'est juste une question quelque part d'exercice. C'est une gymnastique de l'esprit, on pourrait dire ça, la méditation. Plus on pratique, plus on arrive facilement à rentrer en fait en état méditatif, c'est-à-dire à canaliser ses pensées, à apaiser ses pensées et quelque part, peu importe l'environnement extérieur.
même s'il y a de l'agitation autour, plus on pratique, plus on arrive à se centrer, malgré qu'il y ait de la vie autour de soi. Je dirais même que méditer dans le quotidien avec un rythme comme on le connaît dans la société actuelle, assez actif, où tout doit aller vite, c'est d'autant plus bénéfique que de méditer tout seul dans un temple au sommet d'une montagne. Quelque part, on fait encore d'autant plus l'expérience de la méditation en restant centré. Donc la méditation a donc un effet direct sur notre mental. Et elle permet également de régénérer notre système nerveux. Par exemple, ce qu'on peut constater, c'est que dans notre société occidentale, il y a souvent une coupure entre notre corps physique et notre esprit. D'ailleurs, la plupart des gens se coupent de leur corps et ne détectent plus les signaux que le corps envoie, par exemple, avant la maladie, ou par exemple, quand une situation n'est pas alignée, ne correspond pas à ce que l'on souhaite. Notre corps nous envoie des signaux, mais c'est vrai que si on n'est pas connecté à notre corps, on ne peut pas les détecter. Donc, la plupart des personnes sont submergées par leur mental. C'est vraiment les pensées qui vont être actives au quotidien dans leur esprit. Et il faut savoir que nous avons à peu près 60 000 pensées par jour qui traversent notre esprit au quotidien. Donc forcément, ça prend de l'énergie à notre organisme qui part en fumée. Et sur ces 60 000 pensées, combien sont positives, combien sont essentielles? En fait, il y a beaucoup de pensées qui pourraient justement tout simplement disparaître pour ramener en fait l'énergie dans le corps et dans sa conscience d'être, tout simplement, pour toujours se recentrer en fait dans l'instant. Et alors, ce n'est pas péjoratif, le mental n'est pas négatif, il a une fonction. D'ailleurs, on fait beaucoup appel dans le Kundalini Yoga au mental positif pour tenir bon dans les postures, pour dépasser ces limites que l'on se met parfois dans la tête, des barrières invisibles. Mais néanmoins, le mental est fait pour être au service de soi. Et ce que l'on constate, c'est que pour beaucoup, c'est l'inverse. On est souvent esclave de notre mental, et c'est souvent nos pensées qui vont dicter soit nos actes ou nos émotions, nos réactions au quotidien. D'ailleurs, après, j'expliquerai plus tard les bienfaits de la méditation, mais comme j'expliquais dans la précédente émission, le Kundalini Yoga est un outil d'éveil de la conscience, et la méditation en fait pleinement partie. On utilise d'ailleurs différents types de méditation qui permettent donc d'éveiller cette conscience et quelque part de nettoyer notre subconscient. Ça, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Donc en Kundalini Yoga, on a, comme je le disais, différents thèmes de cours et on a également différents thèmes de méditation qui sont vraiment très variés. C'est-à-dire que vous pouvez même choisir une méditation suivant votre humeur du jour, suivant sur ce que vous souhaitez nettoyer ou renforcer à l'intérieur de vous. Ça peut être une méditation contre la dépression, une méditation guérissante, une méditation pour atteindre un but, un objectif, pour renforcer la confiance en soi, pour la paix, pour la tolérance, la compassion, et également pour l'ouverture du cœur. Donc pour donner de l'expansion à sa capacité à donner et à recevoir. Donc après, ces méditations-là, elles sont en Kundalini Yoga généralement actives. Qu'est-ce que j'entends par active? C'est-à-dire qu'elles peuvent être en mouvement. Bon, généralement, on est assis, mais il peut y avoir donc des mouvements des bras, des mains, donc les mudras que l'on abordera plus tard. Il peut y avoir différentes techniques de respiration, des pranayamas, que l'on abordera carrément dans une autre émission, et également donc des méditations chantées accompagnées de mantras.
C'est le thème que nous allons développer maintenant. Et généralement, ces méditations sont ensuite suivies d'une méditation silencieuse, la méditation profonde que la plupart connaissent un petit peu plus, puisque elle est un petit peu plus répandue dans les différents types de yoga. Donc les mantras. Mantra, qu'est-ce que ça signifie? C'est la projection mentale. C'est la définition du mantra, qui est donc un mot sanskrit. Le sanskrit qui est un dialecte sacré qui nous vient d'Inde, puisque le Kundalini Yoga prend sa source en Inde. Donc en Kundalini, on peut avoir donc la plupart du temps des mantras en sanskrit ou en gurmukhi, qui est aussi un courant du sanskrit, qui est aussi un dialecte sacré en Inde. Et il s'agit de chants anciens et des chants universels. C'est des chants que l'on peut retrouver en fait dans différentes cultures, dans différentes traditions. Après, c'est pas forcément que des mantras indiens, puisque par exemple on utilise le Om Mani Padme Hum, qui est un mantra tibétain. Donc vraiment, ça peut vraiment voyager au travers du monde, ces mantras. Et en fait, on n'est pas obligé forcément de donner la définition, la signification de chaque mantra. L'objectif n'est pas en fait d'intellectualiser ni de comprendre ce que l'on va chanter dans une méditation, mais plus de ressentir la vibration du chant, la vibration du mantra, et au travers de cette vibration, son essence profonde. Par exemple, si une méditation va travailler sur l'ouverture du cœur, le mantra qui va être associé à cette méditation va résonner de telle façon qu'il va stimuler l'organe du cœur et cette ouverture du cœur dans le champ magnétique et dans le 4e chakra, dans le centre énergétique du cœur. Mais après, à contrario, si on fait une méditation, par exemple, pour développer son intuition, ce sera un mantra qui va stimuler le 6e chakra entre les 2 sourcils. Donc, c'est vraiment sur un plan vibratoire, en sachant que bien sûr, on n'est pas dans un cours de chant et que l'objectif est de laisser sa voix s'exprimer. Et c'est très symbolique, voilà, de laisser s'exprimer sa voix, c'est laisser émerger une créativité à l'intérieur de soi sans avoir peur du jugement des autres, car en état méditatif, on est quand même tous centrés, les yeux fermés, intériorisés, donc ça laisse une plus grande liberté quelque part pour oser. Voilà, oser libérer sa voix. Donc pour revenir au mantra, donc on les utilise donc dans les méditations, mais on utilise aussi les mantras pour débuter un cours et pour finaliser un cours. Et c'est important parce que du fait que en fait le Kundalini Yoga est un yoga traditionnel, il est ritualisé et les mantras font partie de ce rituel qui permet en fait, comme dans certains arts martiaux où l'on va saluer par exemple avant de rentrer sur le tatami, et en Kundalini Yoga on prononce un mantra qui est le mantra Ong Namo Gurudev Namo que l'on répète 3 fois à chaque début de cours. Alors pourquoi on répète ce mantra? Qu'est-ce qu'il signifie? Le Ong Namo, si on devait lui donner une signification, ce serait vraiment que l'on appelle sa créativité, son énergie créatrice à l'intérieur de soi, pour quelque part nous aider à passer de l'ombre à la lumière. Guru, ça s'écrit donc G-U-R-U. Donc ce n'est pas un gourou comme on pourrait en entendre parler dans certaines sectes en Occident. Guru, c'est vraiment les 2 polarités de l'être. Voilà, c'est le masculin, le féminin, l'inconscient, la conscience, le négatif, le positif. Et que l'on soit homme ou femme, on a tous ces 2 polarités à l'intérieur de soi. Et le fait de
de prononcer le Om Namo Gurudev Namo, avec également le mudra suivant où on a les deux mains jointes au centre de la poitrine. Dans la symbolique, on harmonise son masculin, son féminin, avant de rentrer dans la pratique. Et ça a un effet supplémentaire, c'est-à-dire que malgré que ce soit une pratique individuelle, le Kundalini Yoga ou la méditation, l'énergie du groupe est très importante. Et quand on arrive à un cours de yoga, on a eu sa journée au préalable, on est aussi dans son quotidien, peut-être dans ses soucis, dans ses tracas. Le fait de chanter 3 fois le mantra, ça permet d'harmoniser le groupe et de mettre quelque part tout le monde sur la même fréquence avant de rentrer dans la pratique. Et dès que l'on a chanté le Om Namo, on peut sentir à l'intérieur de soi quelque chose qui se pose et l'entrée dans son espace, où on connecte vraiment avec son énergie. Et c'est un temps où l'espace-temps n'existe plus. Entre le Om Namo, Gurudev Namo de début de séance et le Satnam que l'on prononce également 3 fois en fin de séance. Et le mantra Satnam, il est très important. C'est un mantra qui accompagne justement différentes respirations, mais qui est aussi une philosophie de vie. Voilà, si on devait définir le Sat, c'est l'essence, et le Nam, c'est la manifestation de cette essence. Être dans le Satnam, c'est accepter ce qui est, sans se positionner en tant que victime, plutôt en acceptant avec une certaine forme de sagesse intérieure que certains événements nous échappent, mais que quelque part, si il nous est donné de vivre cette expérience, ou si on rencontre tel ou tel obstacle, même si on ne le conscientise pas de suite, ça a du sens et c'est une opportunité pour avancer sur le chemin de la connaissance de soi et apprendre de ces expériences. Donc le Satnam, c'est vraiment au-delà d'un mantra, c'est une philosophie de vie que l'on applique dans le Kundalini Yoga. Et également, quand on a terminé de chanter le Satnam, on s'incline toujours en signe de révérence pour se remercier soi-même pour l'engagement dans cette pratique, parce que c'est une pratique qui demande de l'engagement, et également en signe d'humilité. Pour remercier par exemple la planète Terre qui nous porte tous les jours en signe d'ouverture pour l'univers. Donc ça, c'était pour les mantras que l'on chante systématiquement. Ensuite, il peut arriver qu'on prononce des mantras dans des postures, ce qui permet de canaliser l'énergie dans certaines zones du corps, notamment au niveau du 3e œil, où on peut prononcer par exemple le son que l'on va faire vibrer à la racine du nez. Donc on apprend en fait à localiser les vibrations pour pas qu'elles restent bloquées dans la gorge et pour faire monter en fait ces vibrations qui vont venir faire sécréter par exemple la glande hypophyse. On peut faire également sécréter la glande pinéale, juste avec des mantras, en faisant résonner le son dans certaines zones du corps, du cerveau. Et ces vibrations dans la pratique, elles décuplent et elles libèrent l'énergie dans le corps. Donc c'est vraiment bénéfique. Donc après également, ce qu'on pourrait dire, donc pour revenir quand même à la méditation et aux mantras qui sont employés dans la méditation, c'est que quelque part, les mantras, c'est un outil pour rentrer plus facilement en état méditatif. Quand on chante un mantra, on est quand même concentré sur le chant que l'on prononce, sur la tonalité du son, sur sa vibration, et on n'a plus le temps de laisser les pensées se figer dans notre esprit, parce que sinon on perd directement le fil du mantra, et quelque part le mantra nous oblige à rester centré et présent dans la méditation, dans l'instant. Donc par exemple, ce qu'on pourrait dire également, c'est que quand on chante un mantra, donc souvent c'est avec des R que l'on roule, ça change de la prononciation du français que l'on prononce habituellement, et en fait notre langue va venir, donc notre langue a plein de capteurs et va venir stimuler des zones de notre palais qui sont elles-mêmes reliées à des zones réflexes de notre cerveau. Donc, on va activer certaines zones du cerveau qui vont favoriser à l'état méditatif.
On pourrait même dire que quelque part, le chant des mantras, ça forme comme des ponts de neurones entre les deux hémisphères cérébraux, ce qui permet aux deux hémisphères de s'équilibrer, de s'ajuster l'un à l'autre. Et au-delà de ça, même si au début, les personnes peuvent être surprises, ne s'attendent pas à chanter, à libérer leur voix dans un cours de yoga. Elles apprennent à prendre du plaisir, à entendre les différentes tonalités des uns et des autres. Elles apprennent à découvrir leur voix. Et il y a aussi cette notion d'ouverture du cœur, où on est vraiment dans un espace de non-jugement. Et c'est comme si chaque personne qui chante un mantra dans une seule et même méditation se relie au cœur des uns et des autres. C'est comme un lien invisible et qui intensifie, je trouve, l'ouverture du cœur et la créativité des uns et des autres par rapport à une méditation silencieuse. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire pour les mantras. Peut-être qu'après, s'il y a des questions, on développera davantage. Ceci étant, vous pouvez en trouver beaucoup sur YouTube si vous souhaitez les écouter. Hein. Vous pouvez taper mantra de Kundalini Yoga et vous avez des mantras qui apparaissent sous forme de méditation chantée. Et oui, ce que je peux ajouter, c'est que ne serait-ce que le fait d'écouter des mantras, il a été prouvé par des études scientifiques que ça active des zones du cerveau où quelque part le cerveau se prépare déjà à être en état méditatif et ça apaise le mental. Ne serait-ce que le fait d'écouter des mantras sans même les chanter et les prononcer. Voilà, donc après on va aborder les mudras. Les mudras qui accompagnent justement ces méditations, qui accompagnent les mantras, qui accompagnent les postures et qui sont très bénéfiques. Mantra, ça signifie signe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos mains, on a donc un flux d'énergie. Et le fait d'effectuer, par exemple, des pressions au bout des doigts, donc vraiment sur la partie charnue des doigts, pas sur les ongles, on va en fait venir verrouiller, sceller une énergie et envoyer en fait des réflexes vers le cerveau. Donc chaque zone des mains constitue en fait une zone qui est en rapport avec une partie de notre corps et certains organes du corps. Donc les mains, elles deviennent en fait un clavier d'entrée de notre système énergétique corps mental. Et donc on n'en a pas forcément conscience, mais justement à force de pratiquer, on apprend à doser la pression au bout des doigts. Donc ça veut dire pas trop fort, mais il faut quand même maintenir une pression pour que ça agisse directement sur le cerveau et sur le corps. Donc là, je vais développer un petit peu plus parce qu'on est vraiment sur le concret, sur le corps. Donc chaque doigt donc des mains est relié en fait à une planète et à une énergie. Dans les mudras, le pouce est vraiment à part parce que c'est généralement ce doigt qui va rejoindre tous les autres doigts dans les mudras et c'est le doigt qui représente l'ego. Souvent d'ailleurs, il y a des postures pour éradiquer l'ego et on a souvent les pouces qui sont pointés dans ce type de posture. Ensuite, donc on a l'index qui est lié à la planète Jupiter, qui est lié donc à la connaissance. On a le majeur qui est relié à Saturne. C'est tout ce qui va être sagesse, intelligence, patience, au niveau des qualités. Ensuite, nous avons l'annulaire qui est lié au soleil, à l'énergie vitale, à notre vitalité, tout simplement. Et nous avons l'auriculaire, le petit doigt, qui lui est relié à Mercure en lien avec la communication. Et donc, ces mudras, on les pratique dans les postures, sous différentes formes. Donc, je ne vais pas vous les détailler tous un par un parce qu'il y en a beaucoup. Juste peut-être 2-3 pour vous donner des exemples, pour comprendre
comment ça fonctionne. Donc, celui que l'on utilise en premier, c'est celui que j'avais détaillé, donc le mudra de prière, que l'on place au centre de la poitrine comme ceci. C'est le mantra donc que l'on utilise c'est le mudra qu'on utilise avec le mantra Om Namo Gurudev Namo par exemple, et sur le Satnam. Donc c'est le mudra qui harmonise le pôle féminin, le pôle masculin, et qui permet de se centrer encore plus dans cette posture des mains. Ensuite, il y a le Gyan Mudra, donc pouce et index en contact, que l'on utilise très souvent. Et là également, on peut avoir des variantes. Si la paume de main est orientée vers le ciel, si elle est orientée vers la terre, ça ne va pas avoir la même influence. Mais c'est un mudra qui permet de stimuler sa capacité à assimiler, qui développe en fait sa réceptivité et apporte du calme à l'intérieur de soi. Donc, on le retrouve souvent dans les méditations silencieuses. Quand on reste en silence intériorisé, on a souvent les mains en Gyan Mudra, donc pouce et index en contact. Ensuite, il y a la fermeture de Vénus. Donc, c'est un mudra en fait où on entrelace ses doigts comme ceci. Et ce mudra, il connecte les côtés positifs et négatifs. Il aide en fait à la canalisation de l'énergie sexuelle. Donc c'est une énergie qu'on utilise beaucoup en Kundalini Yoga, qui souvent d'ailleurs est juste cantonnée au rapport sexuel, mais en Kundalini Yoga, on utilise ce potentiel énergétique pour justement utiliser ce flux d'énergie, le faire monter dans des centres énergétiques plus subtils, notamment dans le cœur, pour déployer l'énergie à l'intérieur de soi. Et donc ce mudra, il favorise également l'équilibre, la sécrétion glandulaire dans tout le corps. Rien qu'avec une posture des doigts, on peut agir directement sur son système, son équilibre glandulaire. Ensuite, pour en donner un autre, par exemple, il y a la poignée de l'ours. Donc après, il y a des mots à chaque fois, des petits noms qui permettent aussi de se rappeler facilement des mudras. Donc la poignée de l'ours, c'est un mudra où on va avoir toujours la paume de la main droite qui va être tournée vers l'intérieur et la paume de la main gauche qui va être tournée vers l'extérieur. Puis on va crocheter en fait fermement le bout de ses doigts et le mudra ne va pas agir de la même façon suivant où est-ce qu'on le positionne par rapport à son corps. Donc ce mudra, généralement, il se place devant le centre de la poitrine pour agir directement sur l'ouverture du cœur. C'est également un mudra qui intensifie la concentration, qui permet de focaliser sa concentration sur un centre en particulier. Voilà, donc c'était ce qu'il y avait à dire, je pense, d'essentiel sur les mudras. Néanmoins, si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à me les poser. Mais voilà, nos mains ont un pouvoir de guérison et peuvent également agir suivant les besoins de chacun. Et effectivement, on pourrait dire que comme les mantras, les mudras permettent une meilleure concentration pour rentrer en méditation. Parce que par exemple, on peut faire une méditation où l'on va chanter par exemple un mantra Om Om Brahm Om en ayant les mains jointes au centre de la poitrine. Ensuite, on va mettre les mains, par exemple, en mudra du lotus devant le chakra de la gorge, Om Yom Brahm Om. Ensuite, au niveau du 6e chakra, Om Yom Brahm Om. Donc, ça rajoute en fait une concentration supplémentaire, le fait de focaliser son attention sur le chant plus sur le mouvement. Et quelque part, on intensifie la qualité de la présence dans l'instant, au travers des mudras et des mantras. Pour ce qui est des bienfaits justement de ces méditations, de ces techniques, ils sont vastes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui abordent ce sujet. Je pense que on va d'autant plus découvrir les bienfaits dans les années qui viennent. Mais méditer permet d'ouvrir son esprit, sa conscience, d'avoir un regard plus objectif et je dirais par rapport au Kundalini Yoga plus joyeux, plus positif sur soi et sur ce qui nous entoure.
Ça permet de développer son mental neutre, sans laisser les pensées négatives prendre le pas. Donc on arrive vraiment à être plus objectif et à élargir son champ de vision. C'est également, la méditation permet de développer son intuition, d'apprendre à écouter sa petite voix intérieure, à se faire confiance. Ça permet également de connecter à une dimension plus grande. Quand on rentre en état de méditation, on n'est plus centré seulement sur soi. On prend la mesure aussi de l'univers tout entier auquel nous appartenons et dans lequel chacun a son rôle à jouer. C'est également une pratique qui permet en fait d'encourager à maîtriser la transformation de ses émotions. Donc, elle accompagne la méditation sur ce processus de transformation. Elle prépare le terrain aussi pour une évolution intérieure et extérieure. Généralement, ce qui se passe à l'intérieur ressurgit aussi à l'extérieur. C'est très vaste, les bienfaits. Par exemple, c'est aussi la méditation peut aider à lâcher des habitudes qui peuvent être inconscientes. Il y a des méditations, par exemple, contre les dépendances que l'on peut appliquer. Donc, ça peut être des dépendances à des psychotropes, mais également des dépendances affectives. La méditation peut aider vraiment à dépasser des peurs, des blocages de l'inconscient pour éveiller notre conscience. Ça peut également apporter des réponses à des questionnements. Souvent, on peut aussi avoir des réponses qui arrivent pendant une méditation. On peut aussi concentrer son énergie dans la méditation, donc vraiment la ressentir et la diriger dans certaines parties du corps en fonction de la méditation que l'on pratique. Donc on affine son ressenti, ses sensations, la connaissance de soi. Et c'est aussi la méditation une pratique qui permet de développer le lobe frontal qui contrôle la personnalité. Donc c'est vraiment un processus d'évolution et je dirais que méditer, ce n'est pas une finalité en soi. C'est l'essentiel, est d'arriver à vivre de façon méditative. Dans son quotidien, appréhender ce qui se présente à soi dans un état méditatif, dans un état d'acceptation, accepter sans subir, au contraire, c'est une sagesse qui nous pousse à agir. Voilà, à nous interroger, à mettre de la distance et en même temps à toujours avancer. Voilà, la méditation, elle enclenche un processus où l'on avance sur un chemin qui n'a pas de but en soi. Voilà, c'est vraiment sur le chemin où l'on apprend à se découvrir. Voilà, la méditation, c'est un état d'être, voilà, un état de vivre. Et elle passe par l'expérimentation. Voilà, je pense que c'était l'essentiel. D'accord. Il y aura certainement quelques questions, mais je rebondis sur le fait qu'effectivement, au départ, allier mantra, mudra lors de la méditation active, c'est pas très facile. Ça nous garde un peu dans le mental parce on veut bien faire. Moi, je me rappelle qu'au début, c'était quand on passait, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, que on est comme ça au niveau du cœur, après on se met en lotus et on se remet encore, ça peut être de 3 à 4 positions différentes. Mais ensuite, quand on comprend comment cela fonctionne et puis ça devient très rapide au fur et à mesure des cours, il y a une espèce entre le mantra et le mudra. Le mantra amène la vibration et le mudra, il y a comme si un champ énergétique était autour de nous et une espèce de bien-être, quelque chose qui nous recentrait. Ce sont mes mots à moi, ce sont mes mots un peu de néophyte du Kundalini Yoga.
Et tout de suite, ça, je l'ai senti, par contre. C'est quelque chose que, dès que j'ai pu lâcher le mental pour le bien faire et que je me suis laissée aller, c'est vraiment ce qui en est sorti pour moi, c'est que le mudra, la vibration, c'est tout le corps qui vibre, en fait. Et on sent que c'est tout qui travaille à l'intérieur des cellules, les organes, il y a tout qui travaille en cœur. Et le mudra apporte ce champ magnétique, j'ai envie de dire, autour de nous, ce recentrage, et on sort de là, on est, mais c'est zen. Moi, je pars toujours avec la banane, quoi, en me disant, mais j'ai bien fait de venir. Et quand je peux pas aller en cours, je me dis, mais si je vais encore louper le cours. Mais c'est horrible parce que quand on sait les bienfaits que ça fait, ça fait râler de rater un cours, en fait. Tout le temps, quand Guy me dit, on prend rendez-vous le mardi. Non, pas le mardi. Ah oui, c'est vrai, t'as yoga. Oui. Une question concernant les mudras. Oui. À titre personnel, j'aime beaucoup regarder les représentations graphiques des divinités indiennes dans l'hindouisme. Oui. Et certaines d'entre elles ont effectivement les positions de main, donc qui sont des mudras. Il y en a une qui est assez fréquemment utilisée, c'est le pouce avec celui-ci, je crois. Oui. Celui-ci, je ne sais jamais. Ouais. Et c'est quoi ça? Bon, on l'utilise pas souvent en Kundalini, celui-là. D'accord. Raté. mais on l'utilise quand même. Donc il a un nom. Mais je vais aller le chercher. Désolé. Non, mais je l'ai là parce qu'il fait quand même partie des mudras clés. Et effectivement, dans d'autres yogas, il est beaucoup plus utilisé que nous, en l'occurrence le Gyan Mudra. Je le prends juste 2 secondes. Ok. Ça me permet du coup d'aller chercher les questions. Car j'imagine que vous en avez. Alors. Donc, c'était lequel? C'était celui avec l'annulaire ou le majeur? Justement, je ne sais jamais. Je sais ouais. Je pense que c'est celui-ci avec donc avec le majeur. Avec l'annulaire. Ouais, donc c'est le Ravi Mudra avec l'annulaire. Alors, il stimule l'énergie revitalisante, la force du système nerveux, ce mudra. Et l'autre avec le majeur? Et l'autre avec le majeur, c'est le Shuni Mudra. Donc lui, on l'utilise un petit peu plus. Il apporte la patience et le discernement. Oui. Donc en fait, ouais, c'est intimement lié quand même aux qualités qui vont avec chaque doigt en fait. Mm-hmm. Vitalité, connaissance et la capacité à assimiler en Gyan Mudra. Très bien. Encore une question. Soit j'ai loupé un truc, mais chaque doigt est associé à une planète ou t'as cité juste une main? Non, c'est d'une main à l'autre, c'est pareil en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on n'a pas toutes les planètes? Non. Il n'y a pas toutes les planètes. Et par exemple, le pouce, vu qu'il représente l'ego et qu'il est relié aussi à chaque doigt généralement dans les mudras, lui, il n'est pas, associé à une planète directement. D'accord. Okay. C'est vrai que c'est intéressant à savoir parce qu'on ne le sait pas forcément. Enfin, après, je parle toujours pour le Kundalini Yoga. Ce que je dis dans le Kundalini est peut-être pas forcément le cas dans une autre pratique. Oui, bien sûr. C'était intéressant. Curiosité a pris le dessus. Alors, on a une question. Je pense que j'en ai pas d'autres avant. De Yannick. Yannick, oui, c'est ça. Sans vouloir intellectualiser, nous devons au minimum connaître chaque intention de chaque mantra, non? Alors, moi, je pense que non. Mais parce que justement, si on rentre vraiment dans la vibration du mantra, j'ai envie de dire que notre âme, elle sait exactement la portée du message du mantra. Voilà. Après, ce que j'indique, par contre, c'est le thème de la méditation. Si par exemple c'est une méditation qui permet de relier l'individuel à l'universel, donc on sait que quand même le mantra qui va accompagner la méditation va dans ce sens. Mais après savoir mot pour mot la traduction, voilà, je le fais de temps en temps, mais pas systématiquement. C'est je ne sais pas si j'étais assez claire. Je confirme quand on est en cours que
Moi, je connais aucune traduction des mantras. Pourtant, ça fait 3 ans que je suis Liselotte. Je ne les ai pas du tout retenus. Oui, je suis une mauvaise élève. Je n'ai pas de mémoire, on va dire. Et on le sent, en fait. On sent que sur quoi agit les mantras et les mudras. Si on s'écoute réellement et qu'on rentre vraiment dans le cours ou dans la méditation en cours, on sent réellement sur quoi ça agit, en fait. Il faut juste poser le mental. On n'a pas besoin de connaître la signification. Il faut juste le ressentir. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé avec mon ressenti en général, en fait. J'ai pas parlé avec les mots de Liselotte. C'est que chaque cours que je fais, à chaque fois, j'ai des sensations différentes. Maintenant, au bout de 3 ans, je connais ces sensations en fonction des kriyas que l'on fait, des cours de méditation. Je les ai déjà vécues. Mais par contre, à chaque fois, c'est différent. Les sensations sont différentes. Je sens qu'on a travaillé sur des choses différentes. Donc, moi, en tant qu'élève, je n'ai pas besoin de connaître la signification de chaque mantra ou mudra. J'écoute mon corps. Après, c'est vrai que ce qui est peut-être intéressant de préciser, c'est que la méditation vient juste après la relaxation dans un cours. Et donc, comme les personnes se sont relaxées, sortent d'un état de lâcher prise, j'évite de mettre trop de mots qui viennent quelque part faire sortir de cette fréquence. Comme ça, on peut rentrer encore plus facilement en état méditatif. On passe de la relaxation à la méditation. Donc, ce qui explique aussi pourquoi j'évite de mettre trop de mots, trop de paroles entre les deux phases. Alors, Yannick précise par exemple, si l'on veut travailler le cœur spécifiquement, on doit savoir lequel choisir. Je ne parlais pas de les traduire. Alors, ce serait plus choisir sa méditation, le thème de sa méditation, et dans cette méditation, le mantra qui l'accompagne est forcément donné. Voilà, mais en général, les mantras ont un point en commun, c'est qu'ils connectent quand même avec le quatrième chakra, parce que le fait de chanter un mantra, dans tous les cas, ça crée une ouverture au niveau du cœur, mais c'est surtout au niveau des choix des méditations. Et comment s'approprier ces méditations, comment les trouver. Bon, il existe quelques manuels. Moi, je sais qu'à mes élèves, j'ai un manuel qui a été édité par mon école, que je mets à disposition. Et ceux qui souhaitent l'avoir pour chez eux le prennent, parce que c'est pas forcément évident effectivement de trouver les méditations dans leur plus pure authenticité. Très bien. Question suivante. Il n'y a pas de question à proprement dit. J'en vois pas. Tu en vois, Didier? Non. Il y a juste Vive la Vida qui dit « Je suis très réceptive au mantra. Quand je faisais du yoga, j'adorais me mettre à côté des hommes, car quand on faisait Om, le son grave des voix masculines, ça faisait le massage dans le corps. » Oui, note. Oui. D'ailleurs, du coup, j'en ai une. Il semblerait qu'on ou vous distinguiez le Om AUM du Om OM. Il y a une différence entre les deux. C'est surtout que même en Kundalini Yoga, le Om, on l'utilise peu. On utilise plutôt le Ong. Le Ong, oui. Qui est en fait le Om dans certains autres yogas. Donc tout dépend en fait vraiment la vibration. Je pense que c'est plus au niveau de la vibration que l'on souhaite atteindre. Le Om va plus résonner dans le cœur, que le Ong est vraiment fait pour résonner à la racine du nez. Et vraiment développer le troisième œil, l'intuition. On insiste beaucoup là-dessus. Et la différence entre le Om et le Haum, en fait, c'est que c'est le chakra coronal. Il y en a un qui est pour le chakra coronal et l'autre qui est pour le troisième œil. Et il y en a un où on fait traîner le O et on finit par le M, rapide. Et il y en a un où on fait le O rapide et on fait traîner le M, en fait. C'est pour décristalliser ou le troisième œil ou le coronal.
Le Om sert pour le troisième œil et le AUM sert pour le coronal, normalement. Ok. Parce que moi, ce que j'avais appris, c'est que, dans un cadre qui n'a rien à voir, bien sûr, c'est qu'on peut utiliser aussi le Om, donc AUM, donc son créateur, pour justement harmoniser et libérer. Ça va vers l'extérieur, Ouais. alors que l'autre Om, donc OM, c'est plus effectivement ce que tu viens de dire, enfin avec tes mots, quelque chose de plus intérieur à faire vibrer. Voilà. Mais je vois pas trop la différence quand tu le prononces, mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. Après, je pense Mais que par exemple, la différence entre faire résonner, par exemple, dans la gorge, ou par exemple, on peut faire ong, ou si on fait, moi je sais pas si avec le son ça va s'entendre, mais ong, c'est quand même pas la même vibration. Et ça, on apprend après en pratiquant à le maîtriser. Et ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que les mantras, ça a vraiment un effet aussi sur la respiration parce qu'on apprend à aller puiser sa voix dans son ventre, d'aller connecter aussi avec la puissance du troisième chakra pour sortir ensuite sa voix. Donc souvent, il y a des chants que l'on fait durer un certain temps, donc on apprend aussi à libérer sa voix, mais à maintenir aussi le souffle sur toute la durée du chant. Et c'est des très bons exercices, entre guillemets, hein, mais voilà, pour améliorer son souffle et sa respiration. Je vous confirme que quand les autres nous fait le mantra du début de cours, Om Namo Gurudev Namo, il faut avoir du souffle, hein, je vous le dis. Parce qu'elle a un souffle incroyable. C'est heureux. Ça serait dommage, ce n'est pas le cas. Non, mais on est tous épuisés, derrière, on attend. C'est elle la prof ou c'est pas elle la prof? C'est ça. Elle la bosse pas. Ok. Alors, du coup, on a quand même une question de Marie-Neige. Bonsoir Marie-Neige. Donc, si j'ai bien compris, Marie-Neige nous regarde de Barcelona, Catalunya. Si. Oui. Alors, si on veut développer ou activer le sixième chakra, doit-on faire la méditation ciblée sur le sixième chakra? Je pense qu'on a eu la réponse. Bah oui. Après, ça peut être aussi des méditations, par exemple, d'ouverture, voilà, sur un sens, enfin, on peut aussi les prendre sur un plan plus large. Après, on peut y mettre une intention qui va intensifier aussi les effets, parce que comme je disais, on peut vraiment diriger son énergie dans les méditations. Donc, ça peut être, par exemple, des méditations qui vont développer le triangle supérieur, donc en 5e, 6e, 7e chakra, mais rien n'empêche à la personne qui médite de diriger, canaliser vraiment son attention sur le 6e si elle souhaite accentuer les effets sur le 6e. Ça qui est assez fabuleux aussi, c'est que ces méditations, elles nous viennent de l'extérieur, mais après tout le processus se fait à l'intérieur de soi et on apprend justement à puiser dans ses ressources et aller trouver les solutions, les réponses à l'intérieur de soi au travers de la méditation. Okay. On a une question de Pascal qui dit « Bonsoir à vous trois. Comment connaître des enseignants de Kundalini Yoga selon notre région ?» Eh bien, moi, je vais parler dans le cadre de la fédération à laquelle j'appartiens. Donc, sur le site de l'école du Tantra, donc www.écoledutantra.fr, vous avez un onglet Kundalini Yoga avec dans un sous-menu les professeurs et ensuite vous avez les différentes régions. Donc, vous pouvez sélectionner la vôtre et vous avez la liste des professeurs dans la région qui ont été formés au sein de cette école, donc quand même sur un processus de formation complet, assez long dans le temps. Voilà, donc j'ai envie de dire c'est un gage de qualité de cours. Si la région n'apparaît pas, c'est que malheureusement il n'y a pas de professeur dans ce secteur géographique. Ok. Eh bien, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Satnam. Satnam. Si, on en a une déjà, Nick. Ah oui. Vas-y, je t'en prie. Ah oui. Est-ce que les postures
sont ardues? Alors, tout dépend ce que l'on entend par ardu. Donc, les postures, on les appelle aussi les asanas. Voilà, c'est ce qui définit les postures en sanskrit. Par exemple, ce ne sont pas des postures qui demandent trop de souplesse. Comparé à d'autres yogas, on ne fait pas de posture tête renversée ou grand écart. Enfin voilà, c'est vraiment des postures on fait avec son degré de souplesse. Par contre, ça reste des postures dynamiques pour la plupart et qui vont avoir un effet sur le système nerveux. Donc, elles vont agir sur des parties du corps qui parfois n'ont pas l'habitude d'être sollicitées ou qui vont mettre le mental un petit peu en résistance. Et justement, quelque part, plus la posture nous paraît difficile, parce que c'est vraiment suivant le ressenti de chacun, plus on fait l'expérience du lâcher-prise. Et plus on va lâcher prise dans la posture, plus on va pouvoir en fait, le corps va suivre et plus on va pouvoir maintenir et tenir la posture. Ceci étant, c'est des postures qui durent en moyenne entre 1 et 3 minutes maximum. Donc elle précisait, Yannick, plus ardu que le yoga classique. Alors après, cette expression yoga classique. Et oui. Qu'est-ce qu'on entend par yoga classique? Je pense peut-être hatha yoga. Ouais. C'est le plus répandu. Ce sera plus dynamique. Voilà. Au niveau, après, c'est l'énergie aussi du yoga. Et comme je disais, le Kundalini Yoga, il réveille l'énergie vitale. C'est un yoga assez solaire. Donc, il faut que ce soit quand même en accord avec soi et l'énergie du moment. Parce que quelqu'un qui, par exemple, n'appréciait pas le Kundalini Yoga 10 ans avant, peut-être, suivant son processus, son chemin de vie, peut, à quelques années plus tard, être en accord avec la pratique du Kundalini. Ok. Donc j'en profite du fait qu'il n'y ait pas trop de questions, mais n'hésitez pas, c'est le moment. Tu as abordé un point sur le point précédent qui était intéressant pour moi. Tu expliquais donc que la difficulté d'une posture, donc la difficulté qu'on a à faire une posture, quel que soit son niveau, quel que soit le yoga, nous renvoie à notre mental, donc à la perception de la posture au travers du mental, et c'est justement le fait de faire cette posture qui, au bout d'un moment, nous fait lâcher prise au niveau du mental, c'est ça, parce que finalement, je termine juste sur ce point, excuse-moi. Finalement, ma question c'est quoi? C'est en quoi le yoga, Kundalini Yoga pour ce qui t'occupe, peut être un outil d'évolution spirituelle? C'est peut-être un petit peu hard comme question. Non, c'est que je me dis que... Surtout que t'étais pas prévenu. Non, c'est que je me dis, c'est un peu ce que j'ai développé pendant toute la deuxième partie. Ah, là. Oui, non, mais c'est pas ça. En fait, tu as expliqué qu'effectivement, ça faisait des connexions, ça stimulait effectivement troisième œil, etc. Ça, j'ai bien compris, mantra, mudra, etc. Mais pour revenir sur le rapport au corps direct, si on met de côté les mantras et les mudras dans ma question, ce que tu suggérais là, c'est-à-dire la difficulté de la posture, le rapport de la perception du mental par rapport à la posture, le fait de lâcher prise, et ça laisse passer quelque chose qui est de l'ordre de la connexion divine finalement, l'univers, enfin peu importe. C'est ça que j'ai compris. D'accord. Mais j'aurais aimé que tu développes. D'accord. C'est plus clair ma question? Oui. Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer d'y répondre au mieux. Ok, c'est tout ce qu'on demande. Fais de ton mieux. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les postures sont accompagnées de respiration parce que la respiration aussi peut induire un état émotionnel et faire passer aussi différentes connexions et un processus de nettoyage aussi. Notamment, on abordera ça à la prochaine émission, mais il y a une respiration dynamique qui permet de réoxygéner le cerveau, le sang et également d'éliminer les toxines. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'une posture, suivant comment on va la prendre, donc dans la posture physique, il peut y avoir même des émotions ou une mémoire du corps qui va se réveiller. Et on peut tout à fait soit avoir une envie de rire, mais incontrôlable, qui peut se déclencher dans une posture.
mais aussi ça peut être des larmes qui peuvent d'un seul coup émerger lors d'une posture. Donc il y a un processus de nettoyage qui va s'enclencher suivant sur quoi en fait la posture va travailler. Mais lorsque je parlais de lâcher prise, en fait, c'est que quelque part, plus on va être en force, en fait, y a deux choses à bien dissocier. C'est soit on se dit bon, faut que je tienne bon, même si c'est dur, j'y vais, ou quand j'entends lâcher prise, c'est accepter, dire bon, cette posture, elle me met en difficulté, mais j'accepte, je traverse, je puise dans mes ressources. Et là, en fait, c'est là où le corps, au lieu de se crisper ou de se verrouiller, il va instantanément, hein, donc on ne le contrôle pas entre la pensée qui va nous traverser, le corps, lui, d'un seul coup, il y a quelque chose qui va lâcher. Et c'est à ce moment-là où, alors je ne sais pas si je dirais connexion, mais c'est surtout que ça va avoir un effet sur le système nerveux. On va vraiment renforcer son système nerveux, mais vraiment dans le côté positif. Et après, je dirais que c'est plutôt la méditation vraiment qui ouvre des canaux à l'intérieur de soi. Mais la méditation, c'est la finalité du cours. Donc, s'il n'y a pas ce processus avec les postures qui viennent tendre un petit peu le corps, qui enclenche ce processus de nettoyage, la méditation ne serait pas du tout de même intensité ou de même qualité à la fin. Est-ce que c'était assez clair ou pas? Pas pour moi, oui. D'accord. Ok. Après, nous avons Pascal qui demande Liselotte, peux-tu redonner le nom de la fédération de ton école de formation, s'il te plaît? Alors, c'est l'école du Tantra, le site internet. Après, la fédération, c'est la fédération de Tantra et Kundalini Yoga, la FTKY. Après, je n'ai pas d'autres questions. Okay. Donc du coup, lors de la prochaine émission, on va aborder quoi? Alors, on avait dit les pranayamas. Je sais ce qu'on va aborder. C'était juste pour que tu embrayes sur le sujet. Donc, les pranayamas qui sont des techniques de respiration. Donc là aussi, c'est assez vaste. Donc, c'est toujours dans le cadre du Kundalini Yoga. Parce que je pense qu'il en existe plein d'autres dans d'autres pratiques. Et également les bandhas. Donc les bandhas qui sont des fermetures, des fermetures du corps que l'on utilise pour décupler les effets aussi des postures, les effets de la pratique. Et c'est assez subtil, mais justement, ce sera un bon moyen. Les gens pourront s'initier, même au travers de l'écran, s'ils veulent essayer justement de se sensibiliser à cette maîtrise du corps. Là aussi, c'est aussi une ambivalence. En fait, c'est quelque part, on est dans une maîtrise qui permet un lâcher prise. En fait, c'est comme maîtriser ses pensées dans la méditation, ça permet de pouvoir laisser la place à une conscience plus grande, quoi. Donc c'est. Okay. Et donc cette émission aura lieu Donc le 15 juin, donc un vendredi à 21h. Merci. Allez, on a d'autres commentaires et questions. Il y a Jannick. Jannick qui dit, mais c'est pas une. Elle dit bon, avec mon problème de hernie discale, ça va pas être possible pour moi. Moi, j'ai des gens qui avaient qui avaient des hernies discales et qui venaient quand même au cours. C'est vraiment, il y a que en essayant que l'on peut savoir si c'est pour soi ou pas. Voilà, c'est vraiment en fonction de chaque individu. Il y a des gens vraiment que ça a soulagé au niveau de la douleur, au niveau des hernies discales.
Après, bien sûr, ça demande une vigilance, les postures où l'on roule sur le dos, ou là, bien entendu, faut adapter. Mais comme j'expliquais aussi dans la précédente émission, s'il y a une posture que la personne ne peut pas pratiquer, elle peut aussi la pratiquer, mais dans sa tête, se visualiser en train de la faire, et le corps l'intègre aussi sur un certain plan. Et voilà. Donc je ne pense pas que ce soit handicapant au point de ne pas pouvoir du tout essayer, ne serait-ce qu'un cours. Après, moi, je vois avec mon problème à la hanche qui va mieux, mais qui me fait toujours mal si je marche trop. La marche peut me faire mal et je fais attention à certaines positions en yoga, mais par contre, j'ai pas de douleur comme je peux avoir quand je marche, quoi. Avec le yoga Kundalini, je n'ai aucune douleur après un cours. Alors que si je marche, mais même pas super longtemps, je peux me retrouver avec des douleurs à la cuisse, aux hanches, c'est à ne pas dormir, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer, Jannick, il faut que tu testes. Évidemment, il faut d'abord, avant tout, en parler à ton médecin traitant et obtenir son accord, voir un certificat éventuellement, j'imagine. Oui, et puis ne pas hésiter à en informer aussi le professeur. Voilà, quand c'est quand même lourd comme ça, c'est bien que le professeur soit informé pour pouvoir donner des indications pour adapter les postures en fonction des exercices. Okay. Ensuite, on a Babette. Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps et vous parlez du yoga des voyelles ou yoga du son. Alors non, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, bien que ça doit se rejoindre aussi, hein. Non, on parlait des mantras dans le cadre du Kundalini Yoga, mais surtout les mantras dans les méditations, dans la pratique du Kundalini Yoga. Après, non, c'était pas tellement les voyelles, c'est plus vraiment le mouvement de la langue dans la bouche qui va vraiment stimuler des zones réflexes du cerveau et les vibrations de notre voix qui va également induire une vibration du cerveau pour le mettre sur une certaine fréquence. Et vraiment, ça, ils l'ont vraiment prouvé entre guillemets, hein, scientifiquement, où l'on voit la zone du cerveau qui s'active dès l'activation du mantra. Okay. Très bien. Plus de questions pour l'instant. On a des personnes qui viennent d'arriver, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en attendant d'avoir les questions? Ok. On a rajouté du silence, c'est bien. Ce qui veut dire que tout est dit. C'est parfait. Non, parce qu'après, c'est vrai que la méditation, on pourrait vraiment en parler pendant des heures, mais voilà, là, c'était vraiment dans les grandes lignes, mais pour rester aussi dans l'expérience du Kundalini Yoga, la méditation, comme elle peut se vivre dans un cours. Voilà. Après, il existe plein d'autres techniques de méditation, justement, que l'on aborde lors de stages ou de matinées, qui sont des méditations dynamiques, qui peuvent être des méditations qui durent 1 heure, avec différentes phases physiques. Par exemple, on peut danser, on peut trembler, voilà, avec des phases de relaxation dans le cadre de la méditation. Donc voilà, là, je suis restée dans on va dire le classique entre guillemets. Mais lors de stages, on aborde d'autres techniques. Oui, j'ai mon micro ouvert parce que moi je suis la reine du micro fermé. Oui. Merci Didier. Oui, au micro ouvert. Il y a Trivia qui demande: j'ai entendu parler de la montée de Kundalini. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Kundalini Yoga? Alors, il y a un rapport dans le sens de l'énergie Kundalini. Après, nous, en Kundalini Yoga, ce n'est pas du tout l'effet recherché.
les montées de Kundalini, c'est un phénomène qui n'est pas contrôlé. C'est lorsque l'énergie Kundalini, donc l'énergie vitale, va se réveiller d'un seul coup et ne va pas être canalisée de centre énergétique en centre énergétique en centre énergétique. Donc ça peut être autant une expérience Enfin, c'est une expérience très intense pour les personnes qui ont pu la vivre, mais ça peut être aussi négatif pour certaines personnes, très positif pour d'autres. Et vraiment, moi, je mets beaucoup de vigilance par rapport à ça. Jamais personne n'a fait une montée de Kundalini durant les cours de yoga, parce que l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'énergie soit canalisée, soit contrôlée. Et la montée de Kundalini, bon, elle peut faire accéder à des états de conscience très développés. Il est arrivé que des gens puissent voilà, voir l'aura des plantes, mais bon, ça peut être quand même dangereux parce que des gens peuvent vivre une montée de Kundalini pendant quelques heures, mais d'autres peuvent rester dans cet état pendant plusieurs semaines. Donc c'est vraiment pas le but recherché, en sachant que du coup, quand il y a une montée de Kundalini, bah, l'énergie elle fuit. C'est comme si l'énergie voilà montait là-haut et puis après ben tandis que on cultive, nous, l'énergie Kundalini dans les cours pour faire en sorte qu'elle circule tel un moteur énergétique dans le corps qui après s'alimente. Et une fois qu'il est alimenté, stimulé, bah, il est sans fin. Et on est dans notre plein potentiel énergétique, tonique, dynamique dès le matin, avec un sommeil très régénérateur où 5-6 heures de sommeil par nuit suffisent pour être totalement régénéré, à condition de pratiquer un petit peu tous les jours. De préférence le matin. D'ailleurs, on rajoutera peut-être ce thème à la prochaine émission, la sadhana, qui est la pratique matinale et qui est quand même primordiale aussi quand on souhaite approfondir le Kundalini Yoga. J'ai, il y a quelque temps, une personne qui m'a consulté à plusieurs reprises, qui m'a appelé plus qu'en panique suite à une montée de Kundalini. C'est loin d'être le rêve, hein. C'est même l'enfer, hein. De plus pouvoir dormir, ce qu'elle dort pas réellement. Quand elle dort, elle est consciente. Donc, enfin, des trucs, de voir des choses. Enfin, voilà. D'ailleurs, j'ai plus de nouvelles, Mais beaucoup de gens ne peuvent plus s'alimenter même. Hein. Ils ont plus besoin de manger. Mais oui, après, c'est vrai que ça demande il faut qu'ils se réancrent après voilà, dans la terre. Et puis si on a un système nerveux un peu fragile, ça peut vraiment être une épreuve. Oui, on a l'impression de devenir fou, quoi. Hein. Donc, ouais, Moi, je l'ai vécu, la montée de Kundalini 4 mois après tes cours. Je m'étais inscrite à tes cours, 4 mois après, j'ai eu une montée. C'est la première fois que je consultais Didier, et Didier, en médiumnité, m'avait dit, mes guides lui avaient dit que je faisais une montée de Kundalini. Ça faisait 4 mois que j'étais mal dans mon corps, que je ne me sentais pas à l'étroit, pas du tout à l'aise, avec des douleurs, surtout jambe gauche, dans le dos, une douleur dans le dos qui circulait. Et en fait, j'ai eu une montée de Kundalini, je crois 15 jours après Paris, dans la nuit, qui n'était pas du tout désagréable, mais qui était, waouh, il faut être nerveusement accroché. Hein. Donc, c'est pas que le rêve. Hein. Alors, je pensais pas du tout que ça puisse m'arriver. C'est pas quelque chose. Quand je suis venue au yoga à Kundalini, je suis venue au yoga, faire du yoga pour moi et non pas pour l'énergie Kundalini. Ça devait être, je devais le vivre. Et je pense que le yoga m'a aidé à mieux vivre cette expérience-là, en fait. Je pense que le yoga m'a réellement aidé à mieux vivre cette montée de Kundalini. Donc, moi, je l'ai vécu et c'est pas que le rêve, quoi. Hein. Et pour certains, c'est le rêve. Hein. Certains le vivent très, très bien. Moi, je l'ai pas vécu. Ça a été très bien, mais que sur quelques minutes, en fait. Quand, comme si quelque chose se débouchait, en fait. Comme si quelque chose, enfin, se libérait, en fait, de moi. Et là, ça a été vraiment très bien. Mais pendant 4 mois, ça a été très, très... Je mangeais très peu, j'avais perdu l'appétit. Depuis, ça va beaucoup mieux. Après, ça peut bien se passer aussi. Hein.
faut pas non plus. Oui. Voilà. Et, quand on n'est pas prêt. Voilà, c'est bien de ne pas provoquer ce type de phénomène, quoi, de le laisser émerger s'il doit être à vivre, mais voilà, pas de provoquer. Une petite démo de mantra. Oui. C'est pas moi qui Alors, demande. c'est vrai que ce que j'ai pas précisé, donc c'est que les méditations, on peut les accompagner avec un support musical. Donc c'est ce qu'on fait souvent pendant les cours. Après, si on joue d'un instrument de musique, on peut aussi accompagner les sons d'un instrument de musique. Et puis, on peut également faire a cappella. Donc bah là, ce sera a cappella. Dit-elle enchantée, ravie. Non, mais je t'ai en train de réfléchir. Alors, qu'est-ce que je fais a cappella L'Ong Namo. Le Hong Namo, par exemple. Ouais. Om Namo Gurudev Namo. On peut aussi le chanter comme ça. Parce que c'est sûr qu'il est beaucoup moins chantant, celui du début de cours. Hein. Donc, je ne sais pas. Oui, par exemple, on va faire le mantra et le mudra. En cours, généralement, alors je ne sais pas si on voit là ou pas. Oui, Voilà, on joint les deux paumes de main au-dessus du crâne, généralement à 10 centimètres au-dessus du crâne, les coudes bien ouverts. Et donc la concentration entre les deux sourcils. Là, on prononce le Ong Namo Guru Dev Namo et sur le Ong, on focalise vraiment l'énergie entre les deux sourcils. Donc ça donne effectivement cela. Ong Namo Guru Dev Namo. 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 Et après, on peut continuer longtemps comme ça. 3 minutes. Mais il y en a des beaucoup plus chantants. Hein. Voilà, il y a les Ramadasa, Saseso Ong, la méditation de guérison. On peut la chanter a cappella, elle est très belle. Voilà, vraiment. C'était une petite démo. Super, très bien, merci. Jannick est ravie. Ok. Alors, quel rapport avec le tantra? Ah bah alors, il y a le rapport déjà, c'est que le Kundalini Yoga est un yoga tantrique. Après, est-ce que la question c'est par rapport au nom de l'école que j'ai donné? Je sais pas. C'est la même personne. C'est Jannick. Jannick, est-ce que c'était Jannick qui avait... Oui. Oui, d'accord, ok. Alors, oui, pourquoi tantra? Donc, parce que le Kundalini Yoga est un yoga tantrique, c'est-à-dire que c'est un yoga qui passe par l'expérience. Ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, au contraire, plus on va l'expérimenter, le pratiquer, plus ça va s'ancrer, s'intégrer dans son corps. Après, pourquoi école du tantra? C'est parce que cette école, elle suit deux mouvements, le mouvement de Yogi Bhajan, mais également le mouvement d'Osho, qui était donc un maître tantrique. Et c'est justement les méditations dynamiques dont je parlais. On utilise les méditations d'Osho pour activer cette énergie et cet éveil aussi de la conscience, ce nettoyage du subconscient. Donc l'école du tantra, c'est plus par rapport à la voilà à l'approche de l'inconscient, de la conscience et de la mouvance de d'Osho au travers des méditations dynamiques. Alors, on pourrait peut-être préciser que ces points ont été abordés lors de la toute première émission, donc n'hésitez Oui. pas hein, à donc regarder en replay donc la toute première émission de Liselotte, qui est donc disponible sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes présentement connecté, Orion Ascension TV, mais aussi sur l'application mobile, donc disponible uniquement sur Android, Ascension TV. Toutes les émissions donc sont sur l'application, mais aussi les podcasts. Voilà. Ensuite, alors il y a tout un échange sur le fait qu'il n'y ait pas de professeur de Kundalini Yoga dans les Hauts-de-France.
Alors après, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne font pas partie de la fédération, hein, mais eh ben oui. J'ai envie de dire malheureusement, hein, parce que vraiment. Mais bon, il y a de plus en plus de profs qui se forment, donc il faut garder espoir. Hein. Peut-être que prochainement, il y aura un prof dans le haut nord de la France. Attention, les Hauts-de-France ou le Nord, mais pas les deux. Ah, d'accord. Ah là là. Oui, donc c'est pas la liste des professeurs n'est pas exhaustive sur donc le site de la fédération, donc FTKY de mémoire. Et de mémoire, il y avait aussi, mais ça c'est expliqué dans la première émission, une autre fédération. Il faut peut-être aussi regarder sur ce site, cet autre site, même si on fait de la pub pour la fédération opposée. Enfin, pas opposée, mais parallèle. Enfin, je sais pas comment dire. Parallèle. On a compris. Oui, parallèle. C'est pas opposé. Je retire. J'y connais rien, je le rappelle. Après, il reste aussi l'option Google, hein, parce qu'on tape Yoga Kundalini Montpellier et c'est l'ISLOT qui sort. Hein. On n'a pas forcément besoin d'aller voir sur le site d'une fédération. Vous tapez Google et vous trouverez certainement, s'il y a un prof de Yoga Kundalini, vous le trouverez certainement sur Google, quoi. Voilà, la seule chose, c'est que, comme je disais, c'est que s'ils apparaissent sur le site de l'école, ça veut dire qu'ils ont quand même suivi ce cursus de formation. Et voilà, parce que bon, toujours en yoga, hein, comme il n'y a pas de diplôme reconnu par l'État, il y a des formations plus ou moins abouties. Et puis voilà, certains professeurs qui sont profs de Kundalini, mais en même temps profs de Vinyasa, profs de Hatha Yoga. Bon, voilà, c'est tellement riche le Kundalini Yoga que c'est compliqué d'être prof de 4 yogas différents. Donc voilà, c'était plus pour un gage de qualité. Mais effectivement, en tapant Yoga Kundalini avec sa région, c'est sûr que on trouvera un professeur. Enfin, s'il y en a. S'il y en a. Ouais. Parce que j'avoue que ça ne court pas les rues quand même. Hein. Ouais, parce qu'après, il y a des antennes un petit peu plus développées. En Bretagne, il y en a beaucoup. Bon, à Bordeaux, il y en a beaucoup. À Toulouse, voilà, à Nantes, il y a des antennes comme ça qui se sont développées. Et parfois, en fait, autour d'un professeur de Kundalini Yoga, des élèves suivent cette mouvance, se forment ensuite à leur tour. Et puis voilà, ça crée après un réseau, un noyau. Et il y a des antennes comme ça où voilà, dans une ville, il y a beaucoup plus de professeurs de Kundalini Yoga, et puis à 2 heures de route, il n'y a plus personne. Ça vaut peut-être le coup de passer un coup de fil à la fédération pour alerter sur ce point et être tenu informé de quelqu'un qui se formerait et qui se lancerait dans l'enseignement. Tout à fait, parce que quelqu'un qui n'a pas fini sa formation et qui pourrait l'avoir fini dans quelques semaines ou mois n'apparaît pas effectivement dans la liste. Donc, Ok. On va peut-être pas traiter cette question. Je l'ai pas vu. Ah, pour le tantra? Oui. Ou on la traite, je sais pas, c'est comme vous voulez. Oui, on peut la traiter parce que justement, il y a beaucoup de, en fait, il y a différentes mouvances du tantra. Donc bon, celle du tantra rouge qui fait souvent parler d'elle donc au niveau de la sexualité et qui est un courant tantrique, mais ce n'est pas le but en soi du tantra. Par exemple, en Kundalini Yoga, on utilise le tantra blanc, donc c'est une autre voie du tantra qui est la quintessence du Kundalini Yoga. Donc là, c'est une pratique généralement en binôme où l'on va pratiquer des postures de yoga en se regardant droit dans les yeux. Donc, par exemple, voilà, il n'y a aucune connotation sexuelle, ou c'est vraiment pratiquer à deux et par le regard connecté avec l'âme de la personne en face de soi.
Et c'est là où on se rend compte que on ne se regarde pas vraiment dans les yeux au quotidien. Et il se passe vraiment des choses très très intéressantes, surtout quand on pratique en même temps le Kundalini ou qu'on va respirer pour accompagner ce processus. Donc il y a différents courants du tantra. Le tantra rouge, c'est celui qui oriente sur cette voie sexuelle où moi j'émets des doutes par rapport à qui anime ces tantras rouges, avec quel degré de conscience et d'inconscient. Ça, et quelque part ça porte préjudice aux autres formes de tantra, parce que tantra c'est le lien, quoi. Donc c'est vraiment c'est ce qu'on disait, recréer le lien entre le corps et l'esprit, mais aussi avec son soi, son moi et son chakra du cœur aussi. Enfin c'est vaste et souvent on connaît pas tous ces courants. Après, c'est vrai que en Kundalini Yoga, on utilise, comme je le disais, vraiment cette énergie sexuelle, mais pour justement la transmuter, parce que c'est pas juste une énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice. C'est l'énergie qui va amener la vie sur Terre, et on peut, au travers de la pratique et de la méditation aussi, transmuter cette énergie pour amener la vie, mais dans d'autres centres énergétiques, quoi. Voilà, pour vraiment connecter avec sa vitalité. En tout cas, ça donne envie. Il faut y aller. Hein. Je parlais pas par rapport au dernier sujet. Non. Non, de manière générale, je veux dire, ça donne envie de se dire, mais mon Dieu, on travaille sur son système nerveux, on travaille sur son mental, on travaille à développer nos centres de communication avec le divin notamment, tous nos centres énergétiques. Enfin, c'est passionnant. C'est passionnant. Tu comprends maintenant pourquoi quand je te dis non, je peux pas, j'ai yoga. C'est pas une blague, j'ai vraiment yoga. Oui, mais quand tu dis t'es aquaponey. Ah, mais ça, c'est une blague. Merci. J'ai pas de poney. T'as pas de poney, t'as pas de piscine. Donc, c'est pas possible. Ok. Ouais. Eric dit merci pour ces précisions, mais effectivement, il est difficile de s'y retrouver. Oui. Toujours pareil, quand vous allez vers une nouvelle pratique, écoutez votre intuition sur les gens qui vous proposent ces pratiques. Hein. C'est l'intuition, le discernement, c'est comme je le dis très souvent, une qualité qui est hautement sollicitée à notre époque, le discernement. Vous allez en avoir besoin. Vous en avez besoin et vous allez en avoir encore plus besoin au quotidien. Donc, aiguisez-le, votre sens du discernement. Voilà, pas toujours simple. Ok. Bon. Il n'y a pas de quoi. Marie-Neige nous dit « Merci pour le sujet, hyper intéressant. » Merci. Allez les amis, si vous avez encore des questions, c'est le moment. Sinon, on va clôturer tranquillou cette émission. Et donc pour la 3e édition de cette émission, on se donnera rendez-vous le 15 juin, vendredi 15 juin. Voilà. Donc les émissions avec Liselotte ne peuvent pas avoir lieu le jeudi, hein. C'est pour ça qu'on a des émissions aujourd'hui lundi, la première a eu lieu un vendredi, puisqu'elle donne des cours le jeudi. Donc c'est pour ça que voilà, pensez à le noter dans votre agenda ou à consulter le site soncollectiforion.com, rubrique agenda, événements, rubrique événements. Aline, quelque chose à rajouter? Liselotte? Non. Non. Moi, je dirais juste, pour ceux qui ont envie de faire l'expérience du yoga Kundalini, allez-y, faites-le. Accrochez-vous au départ, parce que les premiers cours peuvent paraître un peu particuliers quand on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Continuez, accrochez-vous, passez la barrière du mental qui va vous dire mais je sais quoi, qu'est-ce que c'est, et je vous assure que
C'est vraiment un outil de guérison au même titre qu'un soin énergétique. Pareil, c'est la même chose. Donc moi, pour moi, il n'y a pas un sans l'autre même. C'est vraiment complément. Les deux sont complémentaires. Donc allez-y et surtout au début, accrochez-vous parce que c'est vrai que ça peut paraître particulier au départ, mais c'est juste que du bonheur après. Donc un outil d'harmonisation, bien entendu. Tout. Mais bien au-delà, moi je dis en fait. En fait, bien au-delà de ça en fait. Mmh. Oui, oui. D'harmonisation. Merci. Ok. Bon, bah on va clôturer. Très bien. Bah, mesdames, je vous laisse l'honneur de clôturer, de saluer nos amis. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Bien, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à vous initier à la méditation, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Voilà, essayez d'expérimenter et de ressentir. Et puis voilà, même si vous êtes en quête d'un cours de yoga ou de Kundalini yoga, persévérez. C'est important de trouver l'enseignement qui nous convient et l'enseignant qui nous convient aussi. Donc, comme le disait Didier, suivez votre intuition et voilà, persévérez sur cette voie. Et voilà. Et pour les personnes qui souhaiteraient donc se renseigner sur les cours de Liselotte, vous avez donc sur Ascension TV, ascension-tv.com, donc dans la rubrique les intervenants, donc une fiche qui présente Liselotte et qui donne ses coordonnées. Donc n'hésitez pas à consulter sa fiche sur ascension-tv.com. Et ben c'est mon tour de vous souhaiter une très très bonne nuit. Dormez bien, reposez-vous bien, profitez de cette belle nuit. Je vous souhaite donc une très bonne nuit. Et donc on se dit à très vite. Ciao ciao les amis. Bonne nuit.